On va écouter donc comme dernière présentation du jour donc Olivier d'Auteuil, en allant cette fois-ci un petit peu plus au sud, en quittant Éthiopie, Kenya, Tanzanie pour le delta de l'Okavango. Bonjour, donc je suis Olivier d'Auteuil et je travaille à Rennes, à l'Université de Rennes. Et en fait, je vais vous présenter un projet qu'on a entamé il y a une dizaine d'années avec les principaux collaborateurs que j'ai mis ici, Marc Jolivet et puis un étudiant en ce moment qui est en thèse. Et puis surtout un certain nombre de collaborateurs du Botswana, le Okavango c'est dans le Botswana, je vais le citer dans quelques instants, donc un certain nombre de collaborateurs et puis une équipe technique locale qui nous aide. Ah oui, pardon, il ne faut pas que je bouge. Pardon, excusez-moi, il ne faut pas que je bouge. Qui nous aide énormément. Alors, la question c'est pourquoi l'Okavango ? L'Okavango, c'est au niveau du cercle rose ici. On a vu le rift, on a vu beaucoup d'exposés sur cette partie-là, et puis beaucoup de gens nous disent bah oui, mais l'Okavango, c'est pas dans le rift. Ben si, c'est dans le rift, parce qu'en fait, ça s'ouvre ici, et en fait, ça s'ouvre un peu en ciseaux. Ça se termine ici, puis là, il y a une branche qui n'est pas surlignée. Mais en fait, il y a une branche qui arrive et qui se termine ici. Alors, évidemment, comme vous voyez sur cette carte du relief, il n'y a pas les grands murs. Hein. Ce matin, on a eu un exposé avec les grands murs qui forment la Rift Valley, la vallée du Rift. Ici, c'est tout plat, on en verra des exemples. C'est tellement plat qu'en fait, il y a de l'eau qui coule partout. Mais en fait, cette eau-là, elle est concentrée, elle est focalisée. C'est là-dessus que j'ai armé mon exposé. Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de failles qui localisent en fait, tout cet écoulement d'eau. Mais en fait, ce qu'on verra à la fin, et au travers de cet exposé, c'est que l'avenir de ce système, il est assez incertain, et on va voir pourquoi il est incertain sur un certain nombre d'exemples. Alors, déjà, c'est un exemple un peu particulier. Donc, en fait, l'Okavango est ici, et en fait, il y a un système de rivières qui l'alimente. Il y a à peu près 11 km3 d'eau qui arrive tous les ans ici. Donc, 11 km3 d'eau, ça ne vous dit pas grand-chose, mais ça fait 11 milliards de tonnes d'eau qui arrivent, donc ce n'est pas négligeable au niveau de la masse. L'eau, il pleut au niveau de l'Angola à peu près entre 1100 et 1200 mm par an, et l'eau s'écoule à travers deux grandes rivières, je ne vais pas rentrer dans les détails, et s'accumule ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ici, il y a un système de failles que je vais développer après, mais en fait, l'eau, elle reste ici, elle ne s'accumule pas, et elle disparaît, entre guillemets, par évapotranspiration dans cette partie-là. Donc on a un système qu'on appelle un système endorique, qui focalise tout. Donc ici, et en fait, ce système, il a la particularité, c'est qu'en fait, il coule dans un milieu semi-aride. Ici, c'est une photo qui a été prise juste ici. Là, on a des dunes, on a une savane sèche. C'est pas parce qu'on est à la saison sèche, à la saison humide, c'est un peu plus vert, mais c'est pas beaucoup plus vert. Donc il y a un contraste énorme entre cette savane sèche très clairsemée et puis des endroits où en fait on a des papyrus, des bambous et tout ça. Vous allez voir des photos là-dessus. Mais en fait, ça s'appelle le delta de l'Okavango, mais en fait, c'est ce que j'ai mis ici, ce que je vais illustrer juste après, ce n'est pas vraiment un delta d'un point de vue géologique. Un delta sédimentaire, c'est en fait ce qui se passe. J'ai pris un exemple ici, c'est le delta du Nil. Vous avez une rivière qui transporte pas mal de sédiments, donc du sable et des argiles, et qui va former, et ces sédiments-là vont s'accumuler, vont faire un gros tas au niveau de l'eau. Alors là, c'est la Méditerranée. Vous avez un exemple aussi ici sur le bloc diagramme, donc une rivière qui coule et les sédiments qui vont s'accumuler au niveau de... Alors là, c'est la mer, mais ça peut être au niveau d'un lac. Non, c'est un cône alluvial. Un cône alluvial, c'est un système au travers d'un certain nombre de canyons dans une montagne. Et en fait, le système, il accumule ces sédiments, mais à l'air libre. Ici, vous avez un exemple en Chine. Et puis ici, vous avez un petit exemple naturel, en fait, que vous pouvez trouver, par exemple, sur les plages, quand la mer se retire. Et en fait, l'Okavango, c'est ce système-là, mais ici, là, il n'y a pas du tout cette connexion avec l'océan mondial. En fait, ici, il y a deux failles qui limitent. Et en fait, ce système-là reste ici, donc c'est un système endorique. Alors, juste pour vous montrer, donc c'est une vue en oblique. Ici, vous reconnaissez l'Angola, la rivière qui est ici. Et en fait, on voit ce gros, si vous voyez bien sur cette photo de Google Earth, ça fait un genre de dôme, entre guillemets, de dôme, qui correspond à ces accumulations de sédiments. Et en fait, ce cône alluvial, donc ces déjections à la sortie d'une rivière, en fait, c'est la taille de la Bretagne. Ici, j'ai mis deux cartes qui sont exactement à la même échelle. Hein, vous voyez l'échelle ici. Et ici, donc, vous voyez la Bretagne. Alors, je suis breton, donc j'ai pris la référence Bretagne. Hein, je suis désolé. Mais en fait, vous voyez qu'en fait, tout ce delta, avec un D majuscule, en fait, il est ici. Et en fait, en gros, ça fait la distance entre Brest et Rennes, plus ou moins. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez grand. C'est même pas assez, c'est même très grand.
Et en fait, l'autre caractéristique, c'est que c'est une zone qui est très plane. Hein. Là, j'ai mis la pente régionale, quand on prend le point qui est ici jusqu'au point qui est ici, et on est inférieur à 0,5%. C'est-à-dire que, en fait, donc c'est une pente qui est très très faible, hein, il n'y a pas de problème pour le faire en vélo, quoi. Et en fait, le fait que c'est cette pente qui est très faible, eh ben, on peut étaler, en fait, tous les sédiments qui arrivent s'étalent sur une grande zone qui est de la taille de la Bretagne, entre guillemets. Alors pourquoi en fait l'eau elle reste ici? C'était la question principale. Donc ici sur cette, pardon, je me suis trompé de bouton. Ici donc vous avez les deux rivières, la rivière qui alimente, et en fait il y a un couloir de faille ici avec une géométrie plus ou moins complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici vous voyez il y a tous les ronds là en gris, ce sont des tremblements de terre. Donc ici vous avez beaucoup de séismes sur la bordure sud-est et quasiment pas sur la bordure nord-est. En fait on a un système de déformation asymétrique qu'on retrouve ici. Je ne vais pas expliquer ça, mais en fait, avec des prospections géophysiques, on peut retrouver une certaine asymétrie qui a été représentée ici, avec ici une grande faille majeure qui est ici, qui va jouer beaucoup plus que ce qui se passe au nord-ouest. Et en fait, on va avoir une accumulation de sédiments. Tous les sédiments qui sont transportés par la rivière vont s'accumuler. Et comme ça s'enfonce plus vite ici qu'ici, ben, tout a tendance à s'accumuler ici pour former ce genre de prisme, ce triangle de sédiments. Alors, les failles, hein, au départ, moi je suis un tectonicien, donc j'aime bien tout ce qui se déforme sur la surface de la Terre. Ces failles, on les voit bien sur la topographie, hein, vous les voyez ici. Vous les voyez ici, c'est ces grands traits surlignés en noir. On les voit aussi sur les photos satellites. Celle-là, on la voit un peu moins bien, on la voit bien sur la topo, mais on la voit moins bien sur ici. Mais par contre, on voit très très bien ici, c'est surligné par des rivières. Par contre, quand on est sur le terrain, voilà, c'est là qu'on ne voit rien. Ici, cette photo-là, elle correspond à une photo qui a été prise ici. Et en fait, entre ce point-là où il y a le véhicule du fond et ici, il y a à peine 5 mètres ici. Ici, c'est une autre image de cette faille, ici, de ces failles. Ici, on est sur le bloc effondré, avec l'eau qui s'accumule et la rivière qui tombe. Et le haut de la faille, c'est dans les arbres qui sont ici. Donc c'est pareil, sur le terrain, on ne les voit quasiment pas. Et je peux vous montrer plein d'exemples comme ça. On a un étudiant qui travaille dessus et il s'arrache les cheveux. Il en a encore beaucoup, il a de la chance, pour essayer de les trouver sur le terrain. Alors, moi, on a regardé un petit peu la déformation de ce système. On a vu que c'était la prolongation vers le sud-ouest du rift est-africain. Et puis, en fait, pour essayer de mesurer cette déformation-là, les failles, on a du mal à les voir sur le terrain. Donc, en fait, on a mis une série de GPS. Donc, les GPS, c'est ce que vous avez sur vos téléphones, hein, que tout le monde a sur ses téléphones, mais les nôtres sont un peu plus précis. On peut avoir des précisions de l'ordre du centimètre, voire un peu en dessous si on travaille bien. Et en fait, on a utilisé ces appareils pour pouvoir mesurer la déformation du sol. On a une station de référence qui est dans le centre de nos collègues botswanais qui est ici. On en a installé une autre en 2010 ici, là, c'est la petite punaise bleue qui est ici. Et puis après, de temps en temps, tous les 2-3 ans, en fonction du crédit et du Covid, on va les remesurer. Et donc ces stations, c'est les points qui sont en rouge ici. En fait, on les met dans des écoles. Et donc, du coup, c'est l'occasion de discuter avec les personnes et les enfants qui sont dans ces écoles-là. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc, c'est le résultat à peu près de 13 ans de mesure, hein, depuis 2010 jusqu'à des résultats qu'on a obtenus en 2023. Hein, c'est des mesures qu'on a fait l'été dernier. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, on va regarder la courbe verte, ça suffit. Ce qu'on voit ici, c'est le niveau 0, c'est la référence en 2010. Et en fait, tout le système qui est ici a tendance à s'enfoncer. Alors ça, c'est juste une coupe que j'ai mis qui correspond à peu près au milieu du delta. Et ça, c'est une vue globalement de la surface. Donc tout le système descend. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant pour un fossé tectonique. Mais en fait, il descend un peu plus vite d'un côté que de l'autre. Et c'est la courbe qui est rouge ici, où j'ai pris une référence à ce point-là. Et en fait, on s'aperçoit que ça descend plus vite ici qu'ici. Donc ça, c'est un point important. Pourquoi? Parce qu'en fait, le eau qui arrive ici, si ça descend plus vite ici, à un moment donné, l'eau va avoir plus de mal à aller ici, va plutôt s'écouler vers le nord, vers le nord-est. Et après, elle va pouvoir, au travers, comme c'est une zone qui est assez plane, hein, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a un chemin, il y a des rivières ici. Et en fait, si ça s'enfonce trop, les rivières vont continuer à couler ici, vont rattraper ici cette rivière-là, et ensuite le Zambèze, et en fait, le Zambèze après dans l'océan Indien. Donc en fait, on va perdre l'endorhisme, c'est-à-dire que cette rivière-là va être reliée à l'océan mondial, et en fait, tout ce qui est en aval dans cette partie-là sera moins, voire
plus du tout alimenté par l'eau. Donc on va perdre ça. Et en fait, le fait que ça soit un hotspot de biodiversité avec des éléphants et tout ça, en fait, ça risque de disparaître à terme. Donc premier danger, et là c'est un danger qui est purement naturel, c'est-à-dire perte de l'endorhisme. Vous avez vu là, donc le sol bouge avec nos GPS, et puis quand on regarde sur une dizaine d'années, hein, vous avez des mesures qui sont faites ici. Je vais juste reprendre les mesures qui sont faites ici, c'est la station de référence de notre collègue botswanais, et on s'aperçoit, j'ai juste regardé comment ça se déplaçait en vertical, on a en horizontal, mais je n'ai pas le temps de le présenter. On s'aperçoit que déjà il y a une tendance, mais surtout là je voudrais insister sur le fait que en fait, il y a des cycles. Et si vous regardez ces cycles-là, il y a des cycles qui sont tous les ans. Et en fait, ces cycles-là, on peut les relier à la pluviométrie. Alors, vous allez me dire, la pluviométrie, là, on est ici, là. Ici, la pluviométrie, si vous regardez cette carte-là, on est à peu près à 200, 300 mm par an dans les couleurs à peu près orangées. C'est quelques dizaines de centimètres d'eau, qui vont faire ça. En fait, quand on fait une étude un peu précise, et c'est ce qu'on voit par exemple avec ces trois courbes-là, ici on est, je vais prendre Mongo, ici on est ici. Après, quand on prend l'autre station, Rundu, on est ici, et puis Maun, on est ici. En fait, ces amplitudes de déformation diminuent, décroît vers le nord. Ça veut dire que la déformation, elle est synchrone. Hein. Vous voyez, les pics sont quasiment tous à peu près alignés. Et bien en fait, ça, on l'a interprété comme résultant du fait qu'il pleut énormément en Angola, les sources du Kamongo, hein, c'est des valeurs qui sont supérieures à 900 mm, on est même à 1200 par certains endroits. Et en fait, ça crée une charge, hein, ça c'est des longueurs qui sont énormes, hein, ça crée une charge qui est énorme, et en fait, cette charge-là, on peut l'enregistrer jusque ici. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai mis en conclusion de cette diapositive-là. En fait, la pluviométrie peut influencer en fait, les déformations, ils se retrouvent sur de grandes distances. Alors, vous avez vu, hein, l'eau, c'est un élément clé, et en fait, cette eau, c'est une crue qui arrive au moment de la saison des pluies, donc qui met entre l'Angola et le delta de Kavango, ça met entre 5 et 6 mois pour faire cette distance d'à peu près 1200-1300 km. Alors, ça va lentement, hein, parce que c'est tout plat. Ça a des conséquences importantes. Là, vous voyez, là, c'est dans une période sèche. Donc, en fait, tout ça, on a une genre d'île en forme de cœur avec des arbres, mais autour, c'est sec. Par contre, quand la crue arrive et que l'ensemble est inondé, voilà comment ça se présente, avec des taches d'eau, les îles qui restent isolées. Alors, évidemment, pour les animaux, c'est important. Au niveau pour la population locale, c'est aussi très important. Et en fait, ici, là, c'est juste à la sortie, donc c'est à Maun, dans la grande ville du coin. Et en fait, quand la crue arrive dans cet endroit-là, c'est la fête. En fait, donc les gens prennent de l'eau. Alors, d'un point de vue sanitaire, c'est quand même pas terrible, parce qu'avant, il y a quand même des pâturages et tout ça. Donc, en fait, l'eau n'est pas potable, mais en fait, eux, ils la boivent. C'est un signe de richesse. Hein, donc ils font la fête, il y a des barbecues et tout ça. Donc c'est vraiment une fête et donc c'est quelque chose d'important. Juste pour vous illustrer ici, là c'est quasiment à cet endroit-là. En 2022, en fait, on est venu à plusieurs moments au moment où la crue est arrivée. Et en fait, voici comment, le jour où on est arrivé, comment était l'eau. Et puis 15 jours après, voilà comment toute cette zone-là était inondée. Et en gros, l'eau, elle monte à peu près de 2 à 3 cm par an, en gros, retenez le centimètre par jour, retenez le centimètre par jour. Donc il ne faut pas imaginer que ce sont des crues catastrophiques comme on a l'habitude de le voir, malheureusement, en France. Alors l'eau, c'est aussi un impact, et puis des fois, ça peut avoir un impact négatif. Ici, là, ça c'est le travail qu'a fait Marc Jolivet, et en fait, il y a une forêt qui a disparu. Là, ce sont des photos qui sont prises, alors c'est pris en 70, donc c'est des photos en noir et blanc, d'une qualité relativement pas extraordinaire, mais bon, elle mérite d'exister. Au milieu de ce delta, il y a une grande île centrale. Et en fait, cette île-là, dans les années 70, était couverte d'arbres. C'était une forêt classique, mixte. Et en fait, ça, c'est une photo quand on y était en 2021. Et ben, il y a quasiment plus d'arbres. On voit toutes ces traces d'arbres qui sont morts, alors tombés ou pas tombés. Certains sont en train de repousser. Et en fait, Marc, comme il n'avait rien à faire le soir, en fait, il s'est amusé à compter les arbres à partir des photos satellites. Ici, c'est en 2006, donc on voit tous les arbres, c'est toutes ces petites patates vertes qui sont ici. Et puis, il a regardé les images en 2018. C'est exactement la même zone. Hein. C'est Google Earth, on se repère parfait. Et en fait, si vous reconnaissez un peu, là, ici, il y a cette bande-là, on la retrouve ici. Hein. Et puis, la tache claire, c'est cette tache qui est ici.
Et bien là, il n'y a plus d'arbres, c'est plus vert, en gros, pour simplifier. Donc vous voyez qu'entre 2006 et 2018, en gros, en 12 ans, il y a des choses qui se sont passées. Donc quand on fait ce travail de comptage d'arbres, en fait, c'est ce qu'il a fait. Donc là, on est en 2006. Il a compté en 2010, 2012, 2016 et 2018. On a une chute du nombre d'arbres énorme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2016, ça remonte à peu près. Et en fait, ce qu'il a regardé, c'est qu'on a regardé un peu comment ça se passait par rapport aux crues, donc à la quantité d'eau qui arrivait. Et en fait, pendant cette période-là, donc après 2010, il y a eu une période, de 2009 à 2011, où il y a eu des crues exceptionnelles, vraiment moi, la première fois que je suis allé, c'était en 2009, tout était inondé, c'était impressionnant, et ça a duré pendant 3 ans. Donc des crues exceptionnelles pendant plusieurs années, avec une saison des pluies qui était très importante. Et en fait, l'interprétation qu'on propose, ça c'est un travail qui est en cours de révision, mais qui devrait être accepté normalement, en fait, c'est que les arbres sont morts noyés. En fait, il y a eu trop d'eau, ils sont morts noyés, et en fait, là, cette recrudescence d'arbres depuis 2016, en fait, ça correspond à des arbres qui ont des racines profondes et qui ont pu plonger, qui ont pu survivre, entre guillemets, en tout cas, se réadapter aux nouvelles conditions hydrologiques. Alors, donc, l'eau, c'est un élément clé. Et en fait, vous avez vu, dans une des photos que j'ai montrées au départ, celle où on avait l'île qui était sèche, on avait une île dont le milieu était clair, où il n'y avait pas de végétation, et puis bordé par une rangée d'arbres. Et en fait, les Calais-Bonsoannais ont installé depuis à peu près une vingtaine d'années une île laboratoire où ils ont un centre. Il y a un campement où on peut dormir et tout ça. Il y a un certain nombre d'outils d'observation, et puis nous, on arrive à faire des petits trous par là. Et en fait, ces îles-là, elles présentent une caractéristique assez importante. Donc, comme je l'ai dit, on a une partie centrale, très claire, où il n'y a quasiment pas de végétation. C'est des herbes très rases, de quelques centimètres de hauteur et très dispersées. Elles sont entourées, ces zones-là sont entourées par une couronne d'arbres en vert. Donc, c'est ce qui est illustré ici avec l'éléphant qui est venu nous rendre visite tous les jours, et puis qu'on voit ici. Et puis, en fait, à l'extérieur du système, en fait, on a une plaine alluviale, et puis le chenal, qui est celui-là, il est quasiment tout le temps en eau, en tout cas, il est très, très souvent en eau. Donc, le chenal, on le voit ici, le rond bleu, là, il est exactement à cet endroit-là. Et puis ici, on a une plaine alluviale, et quand la crue arrive, c'est toute cette plaine-là qui est inondée jusqu'à peu près la couronne, la base des arbres qui est ici. Donc on a une segmentation de la végétation et de la morphologie très différente. Alors, ce qu'on a fait, c'est que... donc, oui, je vais revenir ici. Ici, on a donc de l'eau naturelle qu'on boit, on peut boire, il n'y a aucun problème. Et en fait, les gens qui travaillaient donc, au Botswana depuis les années 2000 à peu près, même un peu avant, se sont aperçus qu'en fait, au milieu de ces îles, il y avait de l'eau qui était salée, entre guillemets, je définirai le terme salé après, et surtout très riche en arsenic. Aussi de l'eau, au milieu de ces îles, de l'eau telle qu'on peut la prélever au niveau de petits forages. Donc je ne vous dis pas l'odeur qu'il y a là-dedans. Et en fait, on a fait des analyses chimiques de ça qui complétaient ce qu'ont fait les autres. Alors je ne vais pas commenter tous les éléments chimiques, juste donner un certain nombre d'éléments qui sont importants. Ici, les choses que tout le monde connaît, c'est le pH, c'est les ronds qui sont jaunes. Ici, on a un pH dans le chenal. Ah oui, pardon, c'est des coupes, excusez-moi. C'est des coupes, là, il y a le chenal. Ici, la partie centrale de l'île. Donc ici, il y a de l'eau qui est alimentée par le chenal, par la rivière. Et puis ici, on a de l'eau qui est un peu isolée. Ici, donc, cette eau-là, elle a un pH aux alentours de 7, donc de l'eau normale que l'on peut boire sans problème. Et quand on arrive au milieu des îles, en fait, on a des pH qui peuvent arriver à 9, voire même un peu au-dessus dans certains endroits. Je vais juste prendre un élément chimique. On va prendre par exemple on va prendre le diagramme qui est en bas, l'arsenic. Ici, l'arsenic, il est quasiment à 0 ou 3 fois plus, quasiment, oui, très, très faible. Et puis au milieu de l'île, c'est les carrés qui sont en bleu. On arrive à des concentrations qui sont 3000 fois supérieures ici. On peut faire cet exercice sur beaucoup d'éléments chimiques. Je ne vais pas y rentrer tous en détail. Je vais vous montrer aussi ce d'autres diagrammes avec d'autres éléments chimiques qui sont qui appartiennent au même groupe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, c'est dans la plaine d'inondation. En fait, tous les éléments chimiques sont un certain profil qui est identique. Et quand on arrive dans la zone centrale, eh bien, en fait, on a un profil qui est complètement différent. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on a de l'eau qui provient du chenal, donc de l'eau de pluie, pour simplifier, qui a une composition normale et que l'on peut boire. Par contre, dans la zone centrale, ça confirme des études précédentes, on a une eau qui est très différente. Et la question est de savoir comment on passe de cette eau-là à cette eau-là.
Parce qu'en fait, oui, pardon, ce que j'aurais pu préciser, c'est qu'évidemment, cette eau-là, elle n'est absolument pas potable. Alors, on a travaillé avec Marc, et en fait, l'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est qu'en fait, on a deux aquifères, deux nappes phréatiques, une nappe phréatique superficielle. Alors, oui, le schéma est inversé, là, on a le chenal, et là, on a le centre de l'île, et puis la couronne d'arbres avec l'éléphant qu'on voyait tout à l'heure. Et en fait, on a deux aquifères, un aquifère qui est contrôlé par l'eau qui coule dans le chenal, et puis un peu les précipitations, et puis un aquifère profond qui est isolé par une couche d'argile. En fait, cette couche d'argile-là, on l'a rencontrée quand on a fait les forages, on voyait les trois personnages qui étaient sur une tarière, et en fait, donc on a échantillonné tout le sable qu'il y avait là-dedans. Et en fait, à un moment donné, il y a un niveau qui est un peu plus argileux, et ce niveau argileux, eh ben, il fait un écran entre un aquifère, une nappe phréatique de surface, et puis une nappe salée, entre guillemets, donc très toxique en profondeur. Donc maintenant, le travail, nos questions, c'est de savoir d'où vient cette eau-là. L'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est qu'en fait, c'est de l'eau résiduelle très ancienne qui correspond à un ancien grand lac, qui est représenté en bleu ici, qui s'est asséché, qui a concentré des éléments chimiques, mais ceci est à confirmer dans l'avenir. Là, il y a un problème quand même, parce qu'en fait, cette eau salée, très toxique, en fait, elle est à des profondeurs de 3 à 4 mètres. Hein, les forages qu'on a ici, ils descendent, le plus bas descend à 8 mètres, mais dès qu'on arrive vers 3 ou 4 mètres, en fait, on trouve ces argiles et cette eau salée. Vous voyez, 3 à 4 mètres, c'est pas très profond, on est dans du sable, on a des chenaux qui vont dégager un peu la couverture sédimentaire, donc à un moment donné, il y a peut-être un chenal qui va couper ce niveau d'argile et atteindre ce niveau d'eau salée, toxique, et après, on ne peut pas trop évaluer en fait les conséquences que ça peut avoir si cette eau très toxique se retrouve dans l'eau fraîche, entre guillemets. Donc là aussi, donc, vous voyez, un avenir, que je disais tout à l'heure, un avenir incertain. À propos de ces ailes aussi, ça c'est un travail qu'on a commencé à entamer il y a 2 ans, il y a 2 ans, et en fait, ces îles, tout à l'heure on était ici, en fait, et des îles avec du sel, ou en tout cas des éléments chimiques particuliers, il y en a aussi de l'autre côté de cette grande île là, qui fait un peu une barrière entre les deux. Et on le retrouve aussi ici. Mais là, au lieu que ça soit en profondeur, c'est en surface. Vous voyez toutes les petites patchs blancs qui sont ici, c'est du sel. C'est un zoom, c'est des inflorescences de sel avec des compositions chimiques qu'on est en train d'analyser assez particulières. C'est une zone qui est complexe. Pour y aller, on peut y aller qu'en bateau. Et quand le bateau peut passer, parce qu'ici, par exemple, il y en a des papyrus qui forment des radeaux de 15-20 mètres de longueur sur 2 à 3 mètres de profondeur, avec sans doute des crocodiles en dessous et des choses comme ça. Donc en fait, là, on ne peut pas passer, donc on ne peut pas trop explorer. Mais on travaille là-dessus parce qu'en fait, là, il y a toute une série d'îles salées, et en fait, ce sel, on le retrouve ici. Et le problème, c'est qu'ici, ce n'est pas très gênant, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'habitation, il y a quelques éléphants, quelques hippopotames et tout ça, mais ici, en fait, il y a des communautés qui vivent et qui pompent l'eau qui est en dessous, et dont on ne sait pas trop la composition chimique, en fait, en tout cas, on est en train de l'analyser. Et donc là, on a toute une question qui est importante, qui rejoint un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'ici, on a des îles avec du sel qui est en surface, ici, on a des îles en surface, il n'y a pas de sel, mais on s'aperçoit qu'en profondeur, il y a des choses qui sont importantes. Donc il faut comprendre un peu l'origine de ces eaux. Comment est leur distribution spatiale? Ici, c'est à la surface, là, c'est peut-être en profondeur. Et avec une question qui est importante, là, c'est un travail qu'on fait avec une collègue du Botswana, qui est plutôt botaniste, écologue, qui va travailler en fait sur les plantes qu'on trouve. Et la question est de savoir si ce sel qui est en surface, est-ce que c'est du sel qui est là depuis longtemps? Donc dans ces cas-là, on a une végétation qui est adaptée, on a une situation, je dirais, stable, j'ai mis des guillemets, ou est-ce que c'est un système qui est le sel est en train de sortir de la nappe phréatique en surface, et en fait, les végétations ici, ce sont des végétaux qui sont en train de s'adapter à ces nouvelles conditions. Donc, ceux qui ne sont pas adaptés, ils vont mourir, et puis on a un nouvel type de végétation qui va apparaître. Donc ça, c'est nos travaux qui vont nous motiver dans les années qui viennent. Donc voilà, en conclusion, c'est ce que je disais dès le départ, en fait, le delta, c'est un avenir incertain. Alors, d'un point de vue purement recherche, c'est un laboratoire qui est naturel, qui est absolument fabuleux à étudier. C'est un système endorreique, peu anthropisé, donc là c'est intéressant parce que ce système-là naturel, les systèmes endorreiques, il y en a un certain nombre sur la surface de la Terre, mais là l'intérêt c'est qu'il est peu anthropisé, donc en fait on peut étudier son évolution naturelle. C'est un système qui est complexe, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, où on voit que la tectonique, donc la géodynamique,
interfèrent et couplés avec le climat, la pédologie et la biologie. Et je ne parle pas de tout ce qui est activités économiques qui sont derrière. Mais c'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises. En fait, il y a un avenir incertain. On peut imaginer une capture par le Zambèze. Si en fait ça continue de s'abaisser ici, ben, toute cette partie-là va être connectée aux Zambèze, les Chiques Victoria et tout ça, aux Zambèze et ensuite l'océan Indien. Et donc là, ici, il n'y aura plus d'eau, ou en tout cas beaucoup moins d'eau. En fait, il y a le problème de la mise à l'air d'un aquifère naturellement toxique. Des choses qu'on ne mesure pas encore actuellement, c'est la réactivité de ce système face au changement climatique. Pour l'instant, c'est non perceptible, en tout cas avec les informations qu'on a. Et puis, il y a une pression anthropique qui est en train d'augmenter de façon assez importante. Notamment en Angola, ils essayent de mettre en place un système rizière. Donc, en fait, la rizière va évidemment capter de l'eau, mais aussi il y aura des nutriments et des intrants chimiques qui seront mis. Évidemment, ils vont être relargués dans l'eau et puis ils vont évidemment se retrouver ici. Et puis aussi, la Namibie veut essayer de mettre des barrages pour capturer l'eau, pour alimenter cette partie-là qui est très désertique, ou en tout cas semi-désertique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.